Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau top spécial décennie. Donc on va vous présenter nos 10 jeux préférés de la décennie écoulée. Oui, et plus précisément, en fait, on va sélectionner un jeu par année. Et donc, un jeu par an, le meilleur jeu pour nous de l'année en question. Et donc, on va remonter 10 ans en arrière. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on viendrait au fondamental et finalement, c'est quoi une décennie, Thomas? Eh bien, une décennie, définition calendrier, c'est 10 années écoulées à partir d'une année 1 à l'année 10, et donc ainsi de suite. Et donc, c'était de 2011 à 2020. Ouais, à 2020, écoulé, donc 31 janvier 2020. c'est ça. Et pourquoi? Eh bien, simplement parce que dans le calendrier, il n'y a pas d'année 0, ça n'existe pas, on commence directement à l'année 1. D'où la définition de la décennie. Et donc, c'est pour ça qu'on fait cette année notre top décennie. Allez, si on commençait tout de suite par l'année 2011. L'année 2011, quel suspect, nous demande quel jeu nous avons sélectionné. Évidemment. Et juste ici, c'est le jeu référence du monde du jeu de société. Seven Wonders. Ouais. Donc Seven Wonders, en fait, je pense que ça a été le premier jeu, pas vraiment le premier jeu, de grand nombre de joueurs, mais celui qui a fait naître cette passion du jeu de société. Ouais. C'est vrai, quand on pose la question en général aux gens, comment vous avez découvert le jeu de société, ouais. J'ai presque envie de dire que 90% du temps, on cite Seven Wonders. En tout cas, moi, c'est le cas. Toi, c'est pas le cas, tu fais partie des 10%. Voilà. Donc voilà, Seven Wonders, on a vraiment besoin de le présenter. Enfin, en 2-3 mots, c'est un jeu de civilisation. C'est celui qui a. C'est pas le premier des jeux de civilisation, mais celui qui a fait révolutionner le genre. C'est un jeu de draft aussi. Ouais, aussi, qui a fait révolutionner cette mécanique de jeu 100% draft. Ouais. Donc on va devoir prendre une carte, passer le reste de son paquet à son voisin qui va choisir à nouveau une carte. Dans le but de construire en fait sa civilisation, de marquer des points de victoire, il y a un petit peu de gestion de ressources aussi dans le jeu. Et en fait, civilisation, on dit mais c'est sa merveille quoi, donc sa ville autour de sa merveille, d'où le nom Seven Wonders. Et donc bah, voilà, il a eu aussi un prix, hein, il a eu au moins le Kennerspiel, mais il en a eu d'autres. Tu me fais rire, un prix, on se comprend. Donc voilà, il a été vendu, je pense même qu'il a franchi la barre 10 millions d'exemplaires. Ouais. Je pense, je sais pas du tout dire combien d'exemplaires il a été vendu, mais énormément. Encore maintenant, il est presque dans le top des ventes. Normalement, il y a un petit symbole, c'est le meeple doré et tout. Ouais, le meeple doré, mais. Ils ont peut-être décidé de pas le mettre. Ouais, mais toi, t'as une vieille boîte. J'ai une vieille boîte, tout à fait. Donc, forcément. Il est encore dans les top ventes, hein, je pense. Il est encore dans les top ventes 10 années plus tard. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand un jeu reste ainsi dans les top ventes des années consécutives de suite. Un jeu de production. On sait aussi. Qui sont doués pour ce genre de jeu. Ouais, pour faire même si je réfléchis, regarde sur la pile, je pense que c'est le seul que l'on va mettre dans le top décennie. Ouais, voilà, faut pas abuser non plus. Voilà. Une année c'est cool, on se retrouve en 2012 et qu'est-ce qu'il y a eu comme bon jeu en 2012, Julien? Eh bien, il y a eu Andorre. Andorre, eh bien ça c'est mon premier jeu, voilà, on y est. Si toi c'était son premier jeu en 2011, moi c'était mon premier jeu. Bon, je ne l'ai pas acheté en 2012, mais Andorre était mon premier jeu. Donc tu as découvert. Exactement. Donc Andorre c'est un jeu d'aventure, où on va en fait vivre une aventure, on va être des héros. Il y a des légendes, donc les légendes d'Andorre, et on va devoir comme ça résoudre les légendes et arriver à la fin du jeu pour aller tuer le dragon, on peut le dire, je pense qu'on le voit. C'est la quête finale qui était bien compliquée. Et donc c'est un des premiers jeux one shot, j'ai envie de dire, hein, où tu joues une fois pour ne plus y rejouer. Quoique il y avait quelques quêtes annexes en ligne ou quoi, mais... Non seulement il y a des quêtes en ligne, il y a des quêtes qui sont faites par les joueurs, oui. Il y a des extensions, et après... C'est pas un jeu où tu vas altérer le matériel, donc tu peux y rejouer. C'est ça, mais je veux dire, ok, je reformule autrement, c'est un des premiers jeux avec ainsi des scénarios, en tout cas qui a popularisé le genre. Oui, c'est vrai. Et voilà, c'est très chouette, moi j'ai beaucoup aimé Andorre. Ouais, c'est ça. Maintenant, il a quelques critiques à l'heure actuelle, où on dit en fait que c'est vrai, c'est plutôt un jeu de puzzle un petit peu, dans le sens où il n'y a pas, c'est pas un monde ouvert en fait. Vous n'allez pas avoir 18 possibilités pour remporter la légende. Souvent, ça va être des choix qui vont être très calculés et il faut vraiment tout calculer, tout optimiser pour justement trouver le meilleur chemin et gagner en fait la partie. On sait prévoir son coup et il faut prévoir son coup pour gagner. Genre là, on a absolument besoin de la potion de la sorcière et on a besoin en plus du pouvoir des runes. Donc tu dois aller par là. Attention, si tu vas par là, ça met plus de temps. On sait ce qu'il faut faire. Enfin, il faut calculer, c'est compliqué. Hein. Pour savoir ce qu'il faut faire, gagner du temps. On n'a pas 36 possibilités, il n'y a pas 36 stratégies différentes pour gagner. En fait, à chaque fois que vous allez jouer, vous allez
avoir un choix qui est d'office meilleur qu'un autre. Voilà, mais justement c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir, parce que j'ai joué à deux, je trouve qu'il est très bien à deux, avec ma copine, et ainsi c'était en mode on débat vraiment, on dit tiens qu'est-ce qu'il faut faire, on se cassait la tête pour faire les meilleurs choix. Et ouais, donc tout le monde jouait pour tout le monde, hein, même si on a chacun son héros, on prenait des décisions ensemble. Oui, c'est un coopératif aussi. Hein. C'est ça, c'est le premier jeu coop, non, c'est le premier gros jeu coop ainsi auquel j'ai joué. Mais donc Andorre, il mérite clairement sa place dans notre top décennie. Allez hop, on avance encore d'une année, on se retrouve en 2013. En 2013, eh bien ça va peut-être vous surprendre, mais nous avons sélectionné Love Letter. Bon, ici c'est la version rééditée de 2018, si je dis pas de bêtises, ou 2017. Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, c'est plus la version 2013. Love Letter, donc qu'est-ce que c'est? C'est un jeu avec que des cartes avec des rôles dessus. On va chacun avoir une carte en main, on va en repiocher une nouvelle et on va décider d'en garder une des deux. Et ça va en fait avoir un effet pour la partie, donc sur soi-même ou sur un des autres joueurs. Oui, en fait, la carte que vous allez jouer va avoir un effet, donc chaque personnage a un effet différent. C'est ça. C'est ça. Et donc le but du jeu, eh bien, c'est soit de terminer la partie, donc il n'y ait plus de cartes dans la pile de la pioche en ayant le rôle le plus fort, le plus important. Le plus de points pour la princesse. Voilà. Soit d'être le dernier survivant, parce que vous allez éliminer les autres joueurs. En fait, dans ce cas-là, on a aussi la carte la plus forte du coup. Oui, c'est vrai, mais il n'y a plus de soit il faut essayer d'éliminer vraiment les autres, soit se dire essayer d'avoir la plus forte. C'est ça. Et alors, on pourrait se dire, ah mince, mais alors c'est un jeu où on va éliminer les autres et donc on va s'ennuyer pendant qu'on a pu jouer. Bah en fait non, pas du tout, parce que les parties s'enchaînent, ça va vraiment très vite. Et donc ça c'est pas du tout un point négatif. Ouais, c'est ça, c'est très rapide. C'est peut-être ce qu'on va voir ce jeu-là. Nous, c'est notre jeu clairement préféré de cette année-là. Il y avait Concept notamment comme gros jeu, mais c'est un peu moins le dada. Hein. Ouais, c'est surtout toi qui n'as pas voulu. Donc, Sinon, il y a aussi Anabi en 2013, un jeu quand même coop original. J'hésitais aussi avec celui-là. Ouais. Donc on a opté pour Love Letter. Ici, donc comme on disait, c'est la réédition, donc on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. De base, on savait jouer jusqu'à 4. 6 joueurs. Ça, il y a un rôle en plus. Oui, peut-être même 2 rôles en plus. Mais pour moi, à 6 joueurs, ça va être un peu moyen. C'est pas sa meilleure configuration. Non, mais c'est en fait là le côté, il y a une mécanique de hasard, mais assez plaisante avec du bluff. Mais à 6, là c'est vraiment le côté hasardeux qui ressort parce que on va faire 2-3 tours de table et donc tu dis ouais, ok, j'ai rien su faire, il a gagné, il a eu plus de chance. Donc ouais, c'est pas encore optimal pour ça. Ouais, je pense que l'idéal c'est 3 ou 4 joueurs. C'est ça, et comme de base, l'édition 2013 est prévue jusqu'à 4 joueurs, c'est pour ça qu'il est quand même présent dans le top. Et donc oui, un très bon jeu, un jeu de bluff, un jeu où vous allez devoir faire des coups un peu, des coups de pute, je vais dire, être fourbe, et de déduction aussi. De déduction, parce que vous allez devoir déduire le rôle des autres joueurs. Et donc vous, quand vous avez un certain rôle en main, vous allez peut-être bluffer pour qu'on pense que vous en avez un autre. Et voilà, c'est un jeu très chouette comme ça. Les parties s'enchaînent. Je suis content parce que pour le moment notre top est très varié, on a 3 styles de jeux totalement différents. Ensuite, année suivante, on repart, là je pense que ça va pas créer la surprise, on repart sur un grand classique. Il s'agit de Splendor, sorti en 2014. Oui, donc Splendor, c'est un jeu de gestion de ressources, un jeu très calme où en fait vous allez avoir des cartes que vous allez devoir acheter grâce à des gemmes. C'est des gemmes, hein, oui, si je dis pas de bêtises. Grâce à des gemmes. Ces cartes-là vont ensuite vous donner des gemmes aussi, donc ça va être des ressources permanentes, des ressources permanentes. Exactement. Vous ne dépensez pas. Pour pouvoir acheter des cartes encore plus fortes et donc marquer plus de points. C'est un jeu comme ça où il y a une petite mécanique de combo aussi. C'est ça. Et Splendor fait vraiment partie des jeux où quand je l'ai découvert, je me dis tu vois, ça c'est vraiment un jeu qu'il me faut tout de suite et auquel on a enchaîné les parties. Et c'est le genre de jeu qui même 5 ans après, on va le ressortir, on va pas l'oublier dans sa ludothèque. Voilà, maintenant honnêtement, ça a quand même vieilli dans le sens où il y a beaucoup de nouveautés, on aime bien tester des nouveautés, donc on va pas le ressortir tous les semaines. Mais franchement, on le ressort une fois par an au moins. Oui, et alors il y a aussi eu Splendor Marvel qui est un peu renouvelé aussi l'expérience ici en 2020. Oui, en 2020, je dis pas de bêtises, on est en 2021. Et donc on avait fait une comparaison entre Splendor et Splendor Marvel que vous pourrez trouver ici au-dessus de ma tête si vous ne l'avez pas vu. Donc Splendor, clairement un pilier du jeu de société et donc c'est pour ça qu'il est dans notre top. Allez, on se rapproche tout doucement de la moitié de cette décennie. On arrive en 2015 avec Mysterium. Mysterium, un jeu de cartes d'image. Un jeu de déduction par l'image. C'est ça. C'est vraiment c'est Dixit qui a vraiment lancé ce genre. En 2009. Et donc Dixit n'est pas dans notre top. Voilà, de toute façon, je l'aime pas. Oui, en plus, si je ne l'aime pas, donc il n'aurait peut-être pas été présent, ça aurait été un scandale. Donc heureusement qu'on a refait un top de la décennie d'avant. Je dis ça, mais ça se trouve, il y a un autre jeu que je préfère en 2009. Mais bon, voilà. Donc
soit en 2015, donc Mysterium très clairement, parce qu'une fois qu'on a eu ce jeu, l'expérience a tout de suite été présente, hein, ce côté déduction avec un fantôme qui doit faire deviner aux autres une enquête personnelle. Ce qui est bien, donc c'est comme c'est coopératif, tout le monde va pouvoir débattre en même temps, aider les autres joueurs. Et donc en fait comment ça se passe? Eh bien déjà le matériel est vraiment très chouette, très beau. Oui, Vous avez un grand paravent comme ça pour un fantôme, donc il y a un joueur qui aura un rôle unique dans la partie qui sera le fantôme et qui lui va savoir en fait les scènes de crime et qui va devoir vous faire trouver un personnage, un lieu et une arme. Et donc pour ça il va utiliser des cartes, des images très imagées, très abstraites, ouais. Pour vous faire trouver en fait d'autres cartes. C'est ça. Et alors il mérite clairement sa première place en 2015 parce que en fait on le sortait vraiment toutes les semaines, enfin à chaque fois qu'on avait une soirée avec plusieurs personnes, c'est ça, on pouvait encore sortir à 7-8. Exactement, il se joue jusqu'à 7 joueurs. 8 c'est trop. Oui, 8 c'est trop, parce que ça joue jusqu'à 7 joueurs. Et oui, vraiment très très chouette, on avait une très bonne ambiance à jouer à Mysterium. Moi j'aimais beaucoup faire le fantôme, je préférais faire le fantôme. Oui, en ce moment on se bat pour faire le fantôme. Exactement. Et un jeu assez grand public, quoi. C'est pour ça aussi qu'on pouvait le ressortir facilement. Oui, clairement. Donc voilà, c'est Libellude un peu qui a créé le genre, hein. C'est Libellude aussi qui avait Dixit, c'est Libellude aussi qui maintenant a sorti Obscurio en 2019, si je dis pas de bêtises. Il a sorti aussi Shadow Amsterdam. Donc voilà, plein de jeux comme ça, de déduction par l'image. Il y a Mysterium Park aussi, tout dernièrement, pardon. Dans la continuité de Mysterium. Oui, et donc voilà, clairement c'est eux qui ont un peu mis ce style de jeu sur le marché. Et alors je trouve ça très marrant, ici, la petite référence pour le temps, vous jouez ça en 42 minutes. Ouais. Je trouve ça comique. Seuls les vrais auront la référence, bien évidemment. On passe dans un autre jeu aussi grand public pour l'année 2016. Il s'agit de Codenames, alors en version rouge et sans le mot image. Et malheureusement j'ai oublié d'amener Codenames. Je pensais que Julien l'avait acheté tellement il était bon ce jeu. Mais non Thomas, je ne l'avais pas puisque forcément comme ce jeu ça se joue pas vraiment bien à deux, ça joue plutôt à plus nombreux. Oui. Eh bien non, je l'avais pas acheté puisque tu l'avais. Ouais, mais donc voilà, on parle bien évidemment de Codenames. Codenames c'est un jeu de devinettes de mots. Enfin, pas juste de la simple devinette. En fait, vous êtes deux équipes et il y a un joueur par équipe qui va devoir faire trouver un certain nombre de mots qui seront placés sur la table. Les joueurs qui vont devoir faire deviner les mots auront une grille devant eux avec toute une série de mots à faire deviner. Et donc là, ils vont devoir dire un seul mot et dire après à combien de mots ce mot doit faire penser les joueurs. Ça fait beaucoup de mots. Beaucoup de mots. Pour un jeu de mots. Voilà. Et donc à ce moment-là, on dit par exemple, je sais pas moi, chien. 3. Et donc là, il y a 3 mots sur la table qui devraient vous faire penser au mot chien. Et donc l'idée, c'est d'assembler comme ça plus de mots possibles pour justement pour pouvoir gagner, pour pouvoir être l'équipe qui remporte la partie. Attention à ne pas dire n'importe quoi, vu qu'on risque de faire deviner un mot de l'équipe adverse, ou pire, le mot noir. Il y a un mot noir par fiche, et ça, c'est le mot, si on le cite, on a perdu la manche. Oui, exactement. L'idée, c'est que ça peut être simple. Si vous dites par exemple chien 1 et que sur la grille des mots, eh bien, il y a niche, ben voilà, c'est super simple, mais c'est pas le but parce que vous allez devoir en fait surtout cumuler et donc faire des associations d'idées comme ça pour avoir le plus grand nombre possible. Pas de faire trouver un par un, sinon vous risquez très fortement de perdre la partie. C'est ça. Et donc l'idée bien sûr c'est de grouper comme ça plusieurs mots, d'en faire deviner 3, de faire en deviner 4 si vous êtes vraiment extrêmement fort. Et voilà, évidemment pas d'avoir que 1 ou 2 mots à chaque fois. Ouais, c'est ça, il faut essayer d'aller chercher le challenge. Et donc j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais encore une fois, Codenames c'est un jeu qui a révolutionné, fait connaître ce genre quoi. Ouais, c'est ça, avec cette grille comme ça. On trouve un petit peu ça maintenant dans Mysterium Park par exemple, on a aussi une petite grille. Ouais, ou même dans Shadow Amsterdam aussi, où tu as une grille, tu dois faire deviner tel ou tel endroit. Mais oui, ça inspire clairement d'autres jeux. En même temps, c'est pas pour rien qu'ils sont dans notre top. Évidemment. Et vous noterez que c'est déjà le deuxième jeu de Yellow. Je ne dis ça, je dis rien. Après 2016, on est en quelle année, Julien? Attends, 2016... 2017. Et en 2017, qu'est-ce qu'il y a eu comme excellent jeu? Terraforming Mars. Et oui, Terraforming Mars, un excellent jeu expert. Là, il y en a peut-être qui ont quitté la vidéo parce qu'on n'a pas mis Azul. Mais restez, s'il vous plaît, on va vous expliquer pourquoi Terraforming Mars. Non, mais Terraforming Mars, c'est un excellent jeu. Oui, c'est un jeu expert. Ouais.
Et alors, on peut mettre des jeux experts aussi, on n'en a pas mis beaucoup depuis le début, non, pas beaucoup du tout. Et donc oui, Terraforming Mars, c'est quoi le but? Eh bien, c'est de terraformer Mars. Donc vous allez, voilà. Vous allez être comme ça une société et vous allez devoir terraformer Mars. Donc terraformer Mars, ça veut dire quoi? Le rendre vivable quoi, en termes de ressources. Oui, et donc pour ça, vous allez devoir augmenter sa température, amener de l'oxygène sur Mars et amener de l'eau sur Mars. Voilà, c'est les 3 facteurs que vous allez devoir gérer. C'est un jeu de gestion de ressources, avec des cartes, avec un jeu de combo. Bref, c'est vraiment chouette. C'est compliqué à expliquer comme ça en vidéo et en 2-3 minutes sans vous montrer tout ce qui se passe derrière Terraforming Mars. Mais on peut vous dire que c'est vraiment un très chouette jeu. Et alors, tout ça, ça tient en une partie. Donc, c'est pas un legacy. Donc, Terraforming Mars, vous allez le faire à chaque fois en une partie. Donc, en 1h30, 2h, parce qu'il y a un gros jeu évidemment. C'est quand même un gros jeu, et alors il y a plein d'extensions de Terraforming Mars. Bon, il y a plein de gens qui ont toutes les extensions, alors à ce moment-là, la table elle devient énorme avec plein de cartes partout, plein de plateaux partout. Donc voilà, c'est très chouette, et donc c'est pas pour rien qu'il y a toutes ces extensions et que le jeu a reçu un tel succès. Donc bien sûr, mention spéciale à Azul qui a été aussi révolutionnaire. Et qui est un excellent jeu. On a fait d'ailleurs un dilemme parce qu'il y a eu 3 Azul qui sont tous les 3 excellents. On l'a retrouvé au-dessus de la tête de Julien. Et il a fallu faire un choix, donc on a décidé notre préféré entre les deux, et donc c'est Terraforming Mars pour nous. Oui, alors on pourrait dire en tout cas que c'est un jeu sur l'espace et donc que ça attire moins. Je suis pas totalement d'accord avec ça quand on voit le succès de Terraforming Mars. Même si tantôt tu me disais... C'est une idée reçue, mais c'est vrai que moi je la comprends parce que je suis moins attiré aussi par les jeux d'espace parce que ça a un côté plus sérieux. Là clairement c'est sérieux et j'aime bien les jeux experts aussi, mais j'aime bien quand il y a de la couleur, c'est coloré aussi, mais enfin non, c'est fort vraiment. Plus de fantaisie quoi. Plus de fantaisie, tout à fait, voilà. Mais très bon Terraforming Mars. Pensez-y. Oui, très bon jeu. En 2018, on a eu un très bon jeu, un jeu plutôt fantasy, plus coloré, plus comme tu les aimes Thomas. Voilà, c'est ça, il s'agit des charlatans de Belcastel. C'est limite étonnant de voir seulement maintenant un jeu de Schmidt, enfin de Wolfgang Warsch, j'ai même envie de dire, aussi, dans notre top. Ça y est, le premier c'est pour 2018, donc les charlatans de Belcastel, dans un style graphique que j'aime beaucoup, j'ai envie de dire ça. Donc, fort coloré, oui, mais fort, je sais pas si c'est baroque c'est le mot, mais les personnages sont sévères. Et c'est... Ouais, on ressent quand même la marque des Schmitt dans ce jeu. On ressent aussi la marque de Wolfgang Warsch, un excellent auteur. Et donc là, c'est un jeu de stop ou encore. Ouais, et de backbuilding. Donc on va ainsi avoir de nouvelles tuiles dans son petit sachet pour créer des recettes de potions. C'est ça, on a des jetons, on va tirer des jetons et alors on va les mettre dans son chaudron. Mais il ne faudra pas que le chaudron explose. Donc en fait, on a des tuiles qui sont pas très bonnes, enfin des jetons plutôt, qui sont pas très bonnes, des ingrédients. Et à ce moment-là, si on en met de trop, le chaudron va exploser et donc c'est mauvais pour vous. C'est ça, donc il faudra faire gaffe aux ingrédients que l'on va rajouter dans son petit sachet. Donc une mécanique vraiment qu'on adore du stop ou encore, et aussi ce côté backbuilding où tu sais jamais sur quoi si tu vas tomber, c'est un peu de suspense. Du coup pas mal de hasard, mais c'est vraiment très très fun. Oui, en général il n'y a pas vraiment de partie où on se retrouve totalement largué. Bien que... Mais non, sauf si on n'a pas de chance justement. Voilà. Une des dernières parties, j'ai vraiment pas eu de chance, j'étais vraiment largué. Mais ce qui est bien avec les charlatans de Belcastel, c'est qu'il y a une mécanique en fait qui fait que quand vous êtes largué, eh bien vous avez des queues de rat. Et les queues de rat, c'est quoi? Ça vous fait avancer plus loin dans votre chaudron. Et donc vous commencez avec un avantage si vous voulez, si vous êtes loin derrière. C'est ça, et donc en fait vous pouvez ainsi remonter la partie. Donc ça qui va déplaire à certaines personnes, c'est que bon, vous pouvez être premier tout le temps et vous faire dépasser aux 2 dernières manches. C'est arrivé une fois chez nous. Mais au moins c'est ce côté fort ouvert et fort marrant où on va pas s'embêter tout au long de la partie quoi. C'est ça, il y a toujours moyen de revenir. Mais ça c'est très chouette. Donc charlatan qui mérite sa première place en 2018. En 2019, dernière année où on a pu vivre des festivals à temps plein. Ouais, j'espère qu'on va vite, que 2021 sera à nouveau comme 2019 plutôt. Comme on commence une nouvelle décennie, j'espère. Et donc on met Res Arcana. Res Arcana qui n'est ni plus ni moins l'As d'or expert de 2020. Je l'ai d'ailleurs présenté dans une vidéo qui s'affiche au-dessus de la tête de Julien. S'il reste encore de la place pour une vidéo référencée. J'ai l'impression. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Et dans Res Arcana, on est sur un jeu de gestion de ressources et de combos parce qu'on va chacun incarner un alchimiste. On va avoir 8 artefacts dans sa main, mais on va en piocher que 3. Et donc, avec les artefacts, on va créer des effets de combo pour bénéficier de plus en plus de ressources lors de la phase de récolte. Récoltes qui vont servir à
acquérir des lieux de puissance, mais aussi des monuments qui vont eux-mêmes créer d'autres combos. Bref, on est vraiment sur un jeu qui se construit au fur et à mesure des tours. Et le but, c'est d'avoir le plus de points de victoire et la fin de la partie déclenchée lorsque quelqu'un a 10 points. Donc ça peut paraître rapide, mais pas du tout, parce que pour avoir 10 points, il faut compter entre 45 et 1 heure de jeu. 45 minutes, mais évidemment pas 45 heures, faut pas abuser. Et donc, est-ce qu'il est si expert que ça? Je sais que c'était... Je sais qu'il a été critiqué, mais moi je le trouve, par rapport à d'autres qui ont déjà été nominés dans les jeux experts, moi, je trouve que oui, il y a quand même cette mécanique d'engine building qui est très poussée. Alors oui, il est quoi? Il est 10+? Non, il est 12+. Moi je trouve que c'est justifié de 12+, donc moi j'étais pas trop d'accord, je le trouve expert, oui. Ouais, je suis d'accord. Après, je comprends, c'est le côté où on a 8 artefacts, on peut pas... C'est pas du deck building, donc ces 8 artefacts, ils sont prédéfinis à l'avance, donc il y a ce petit côté hasardeux. Mais quand même, tu vas pouvoir défausser pour remonter plus haut les artefacts qui t'intéressent. Et tu as cette possibilité pour te créer des stratégies différentes, quoi. Un très beau jeu, moi je trouve. En tout cas, ça donne super envie. C'est un style que j'aime beaucoup. Ouais. Et il y a une extension d'ailleurs avec un thème plus démoniaque, donc avec des nouvelles créatures, un nouvel alchimiste qui a l'air très très sympa aussi, mais que je n'ai pas encore. Mais voilà, il y a bien trop de sorties en même temps. Donc je vais faire découvrir de nouveaux jeux que des extensions de manière générale. Allez, on arrive au tout dernier jeu de cette décennie. Ouais, mais quel suspense! Ça va pas être très compliqué. Hein. En sachant le jeu que tu as mis dans ton top 2020 et moi le mien, et que c'était le même, vous aurez compris. C'est le dilemme du roi. Ouais, le dilemme du roi. Donc on a reparlé pendant notre actualité ludique, que vous pouvez retrouver ou peut-être pas au-dessus de la tête de Julien à voir. Donc voilà, on a déjà beaucoup parlé, donc c'est le premier Legacy qu'on teste, donc l'expérience est vraiment... Un jeu narratif, hein, donc un Legacy narratif. Ouais, on est pris par l'histoire, on est impliqué par les décisions que l'on va prendre dans le royaume pour faire évoluer notre royaume. Mais donc on a l'impression que c'est collaboratif dans ce sens-là, mais pas du tout, parce que même si on va s'entraider pour gouverner sur ce royaume, en tant que membre du Conseil du Roi, eh bien, on va avoir nos objectifs personnels et donc on va tenter d'orienter les différents dilemmes. D'un côté ou de l'autre en fait. Ouais. Hein. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, on va tirer un dilemme et on va devoir voter pour oui ou non. Donc pour oui ou non, on fait cette action, pour oui ou non, on prend cette décision, pour oui ou non, on va entreprendre cette nouvelle expédition ou maintenir une relation importante ou justement l'arrêter net. Ouais, enfin bref, voilà, on va pas vous spoiler non plus. Non. C'est très très chouette comme jeu, très prenant. Une quinzaine de parties, il faut compter, une quinzaine de parties d'1 heure en moyenne. C'est ça. C'est entre 15 et 20, je pense. Et très beau. J'espère qu'on aura la chance et qu'on sera à 20 parties, pas 15, tellement il est bon. C'est vrai. Voilà, on vous dira quoi, bien sûr, dans une review ultime. Oui, et donc c'est encore un yellow, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça fait 3 jeux yellow sur les 10 de la décennie. Ouais. Donc voilà, on aime beaucoup ce jeu et c'est normal qu'il est dans notre top. Voici qui conclut notre top décennie, donc nos jeux préférés de 2011 à 2020, un jeu par année. Donc on peut voir, on a des jeux quand même style varié, on a des jeux coop, Legacy, jeux à la Codenames, jeux d'images déductifs. Ouais, on a du stop ou encore. Ouais. On a du jeu varié comme ça et au final, à la fin de cette vidéo, on se rend compte que on a quand même 4 jeux qui se ressemblent, entre guillemets, vraiment avec des gros guillemets, ça ne se ressemble pas vraiment, mais dans le sens où il y a en fait une mécanique de gestion de ressources et un petit peu d'engine building comme ça de combo. Ouais, c'est ça, ouais. Ça c'est une mécanique qu'on aime beaucoup, qui est présente dans pas mal de jeux aussi, où en fait au fil des tours, on va vraiment construire notre jeu et donc on va faire de plus en plus de choses intéressantes. Ouais. C'est le cas ici de Seven Wonders, de Splendor, de Res Arcana et de Terraforming Mars. C'est ça. Quoique Seven Wonders, c'est pas qu'on va pouvoir faire de plus en plus de meilleures choses, mais pas en quantité, mais en qualité, voilà, oui, mais en même temps. L'âge 3 va être des cartes plus qualitatives, quoi. Donc peut-être un peu moins Seven Wonders, mais clairement dans Splendor, on va accumuler c'est la gestion de ressources aussi. Et la gestion de ressources, tout à fait. Et dans les autres, oui. Donc voilà qui conclut cette vidéo. Vous trouverez les liens de tous ces jeux en description de la vidéo si vous souhaitez vous les procurer. N'hésitez pas à dire votre top 10 personnel, donc 2011 à 2020 en commentaire, ça peut être très très sympa de comparer. Ouais. Et toi dire oh mince, on a oublié tel jeu, je le préfère. Ah ouais, j'espère que ce ne sera pas le cas. Oui. Au contraire, on va trouver vos idées tellement bien qu'on fera un top 10 de vos jeux préférés de la décennie. Bon, je pense pas, mais on sait jamais. On fera un petit défi entre nous et vous, celui qui a plus de likes. Non mais voilà, dites-nous en commentaire, ça peut être très cool. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous nous découvrez ou si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. Et nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Ça y est,
Good luck. N'hésitez pas à mettre votre top 10. Hé, je t'ai piqué la mouche. N'hésitez pas à dire votre